a cigarette then. Give me a cigarette then. Salut la compagnie, c'est Lilian Lloyd et bienvenue sur ce Lloydcast épisode 2. Tu arrives ici par hasard? Et si c'est le cas, je te conseille vivement d'aller écouter l'épisode 0 qui est l'épisode de la présentation qui va tout te dire sur ce qu'est un Lloydcast, pourquoi, comment et à quelle fréquence. Aujourd'hui, on va continuer à découvrir une personne remarquable. Bon, je te rappelle, dans le Lloydcast, il y a deux catégories. Les résonances qui sont des sujets que j'aborde seul, en espérant que ça résonne chez toi, et les remarquables qui sont des échanges que j'ai avec des personnalités que je trouve donc remarquables et ou inspirantes. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir, on va dire, un vieux copain. Fred Meurin, merci d'être là. Bonjour. Alors quand je dis vieux, c'est parce que on s'est connus il y a quand même un paquet d'années, même si tous les deux, on a 27 ans. Fred, je te présente, t'es un bonhomme, t'as un métier et t'es aussi auteur. Mais t'es auteur au sens large du terme, tu touches à beaucoup de domaines d'écriture et ça on va en parler, c'est pour ça aussi que j'avais envie de t'avoir sur ce Lloydcast. Tu es plutôt romancier. Notre connexion, on s'est connus il y a une petite vingtaine d'années à la fac de Nanterre et on a monté ma première pièce ensemble qui s'appelait Histoire d'âme, avant même qu'elle s'appelle Histoire d'âme. Bon, il y a une petite tradition dans ce Lloydcast. À chaque épisode, je vais te demander qu'est-ce que tu veux boire. Est-ce que tu aurais du thé, un thé fumé, un Lapsang Souchong, quelque chose comme ça? J'ai tout ce que tu veux, c'est virtuel, donc il n'y a aucun problème. Donc, t'as un métier, t'as deux métiers, on va dire, dans la vie. Un premier, peut-être plus ordinaire, plus alimentaire, et t'en as un deuxième. Est-ce que tu le déclines sous forme de passion, ou est-ce que tu as une ambition dessus en tant qu'auteur? C'est plus, c'est une ambition passion. C'est un peu ce qu'on appelle en bon français le dream job. Et si tu pouvais choisir ton métier qui te fait vivre, qu'est-ce que ce serait? Ce serait effectivement de vivre de l'écriture. Ce serait pas mal. Donc il y a une vraie passion. Par rapport à l'écriture et l'envie d'écriture, t'as un parcours un peu particulier. T'as fait les arts du spectacle, je crois que t'as fait de la biologie. Et dans ton métier, t'es plutôt dans le web et ce genre de choses. Comment est arrivé véritablement l'envie d'aller à l'écriture et d'aller à l'écriture? C'est en fait quelque chose qui a toujours été là. C'est raconter des histoires sous une forme ou une autre. C'est un truc que j'ai commencé très tôt. Je gribouillais sur des feuilles de brouillon chez ma grand-mère, des pseudo BD qui étaient toute l'histoire dans une seule case, en A4. Donc évidemment c'était pas lisible. Bon, j'avais 6 ans, faut me pardonner. Donc c'était déjà des histoires et les adultes qui regardaient ça autour disaient faudrait que tu fasses des vrais BD. Moi je disais non, parce que déjà pas convaincu, la trouille de le faire. Et puis au fur et à mesure, il y a des tentatives avortées d'histoires plus longues qui ont commencé à apparaître, qui ont jamais véritablement abouti jusqu'au moment où on a commencé à travailler ensemble. Là il y a eu des premières tentatives qui elles ont abouti. Puis à un moment je me suis dit bon allez, avance, essaye. On verra bien ce que ça donne. Et puis ça a donné un premier roman et puis un deuxième et pas mal de nouvelles à côté qui moi me rassurent aussi par rapport à cette passion qui est pas juste c'est sympa et il y a 3 personnes autour de moi qui trouvent ça génial. Il y a eu un vrai retour public et du coup ça donne confiance et ça donne envie d'avancer. Donc. Je t'ai connu à l'époque aussi où tu n'avais pas peur de te confronter à plein de genres d'écriture, y compris le haïku, que tu m'as expliqué 15 fois et que 15 fois je n'ai toujours pas compris. C'est une écriture avec contrainte. J'aurais dû te le présenter comme ça dès le départ, toi qui es grand fan de Pérec. L'écriture avec contrainte, l'Oulipo, tout ça te parlerait beaucoup. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que dans le concept de la contrainte, il y a aussi un travail d'étude forcément qui se fait et tu travailles alors. Ça va parler aux personnes qui écoutent, qui font un petit peu de fitness ou de trucs comme ça, mais on est souvent dans la contrainte pour accéder à quelque chose de plus parce que on construit du muscle et même quand on construit des histoires et qu'on veut
aller un tout petit peu plus loin dans l'écriture, on touche à d'autres choses qui nous permettent de dépasser peut-être certaines limites qu'on croyait avoir en soi, et l'écriture sous contrainte, à des moments, permet ça, je trouve. Oui, complètement. C'est vrai que quand tu lis sur le net les conseils des grands auteurs, donc là on parle des King, des Sanderson, des Irving, des très très grands noms, ou même des Martin Winkler et autres, Bernard Werber en France. Tous ces gens-là vont dire une seule et même chose dans les conseils qui reviennent tout le temps, c'est écrivez tous les jours. Et là, effectivement, le parallèle avec le fitness est assez amusant, parce que ils disent de toute façon, l'écriture est un muscle, et à la fois un muscle qu'il faut travailler en endurance et qu'il faut travailler en pratique. Donc, augmentez vos répétitions. C'est complètement ça, quoi. Ils disent tous, vous voulez écrire bien, déjà, il faut commencer par écrire souvent. Même pas forcément beaucoup, mais il faut commencer par écrire souvent. Donc voilà, tu fais tes 5 répétitions par jour, au moins tu as fait travailler un petit peu. Après, si tu veux aller plus loin, t'es obligé d'augmenter tes répétitions chaque jour. Donc t'es obligé d'augmenter le nombre de mots que tu vas écrire, le nombre de lignes, le nombre de pages, tu comptes comme tu veux, mais t'es obligé d'augmenter. Et évidemment aussi, c'est bien d'augmenter la quantité. C'est ce que en fitness on appelle la surcharge progressive. C'est ça. Ouais, non mais complètement. Ouais, c'est complètement ça. Ouais. Mais après, cette surcharge progressive, que ce soit dans l'écriture ou dans le fitness, elle vaut rien si t'as pas un regard critique. C'est-à-dire que si tu fais tes mouvements n'importe comment, tu vas te faire mal, donc tu vas te dégoûter, et puis il y a un moment où tu vas pas progresser. Donc moi, mes coachs, c'est mes bêta lecteurs, c'est les gens un cercle de gens en qui j'ai très confiance, qui vont me dire, là, je trouve qu'il y a du gras, je trouve que ça tarde, donc ils vont juste me dire ce qu'ils ont ressenti, ou alors ça, j'ai bien aimé, il faut le garder. Donc ça va me donner confiance sur certaines choses, et puis sur d'autres, je vais me dire, bon. Voilà, je suis une petite souris, si je veux voir Fred Meurin travailler, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu as des rites? J'ai pas trop de rituels, dans le sens où je vais pas me lever à 6h du matin, boire un jus de citron et de 6h à 7h écrire avant d'aller au boulot, ou la même chose de minuit à 1h. Je fonctionne pas trop comme ça. Peut-être qu'avec le temps, je vais à un moment me trouver des rendez-vous plus réguliers. Mais pour le moment, j'en ai pas la nécessité, et c'est pas un blocage ou un frein. Non, je suis pas trop rituel. Alors si on veut vraiment parler, la petite souris, ce qu'elle verra, c'est que à un moment, je vais beaucoup écrire sur ordinateur. Je vais faire un premier jet sur ordinateur. Et à un moment, je vais faire une sortie papier. Et puis là, je vais reprendre avec un bon vieux stylo, plutôt plume, donc pas de rituel, mais quand même des objets fétiches. Un stylo plume, je vais reprendre le truc pour voir ce qui fonctionne pas, et puis réinjecter ça, éventuellement faire des allers-retours comme ça. Ça va être l'écriture. Après, sur la maturation, il y a plein de choses qui se passent avant. J'ai toujours un carnet sur moi, je note tout, et tu sais, l'image qu'à mon avis tous les auditeurs ont vu tourner sur les réseaux sociaux, c'est en anglais, mais on va le traduire, je suis un écrivain, tout ce que vous direz pour être retenu contre vous, quoi. Ça c'est très vrai. Je peux effectivement piquer des répliques à des gens que j'entends dans la rue, des situations, des choses que j'entends à la radio. Est-ce que à l'intérieur de tout ça, tu as par exemple des thématiques préférées? C'est difficile à dire. J'arrive à voir au sein d'une histoire la thématique. Des fois, je suis même assez avancé dans le récit, je me dis mais ça, en fait, ça parle de ça. Sur en fait des histoires de reconnaissance, il y a peut-être ça beaucoup comme thématique qui revient, c'est des histoires de reconnaissance et d'affirmation de soi. Les personnages, en tout cas même sur les nouvelles, sur les romans ou sur les nouvelles que j'ai pu écrire ou que je suis en train d'écrire, c'est beaucoup des personnages qui sont dans l'affirmation. Ça, c'est beaucoup le moteur de mes personnages.
Est-ce que on peut qualifier ça de thématique? Je sais pas, mais en tout cas, ouais, c'est beaucoup le moteur de mes Si, c'est une vraie thématique, la reconnaissance. C'est un sujet très très large et je me souviens du film que j'ai écrit pour Simon Lelouch, qui s'appelle Nous sommes tous des êtres penchés, qu'on peut voir sur YouTube, qui est un film totalement sur la reconnaissance, parce que tu vois en parallèle le fils de Buffalo Kid qui essaye de tirer aussi bien que son père, et en même temps, en parallèle, tu as le fils d'un coiffeur qui essaie de couper les cheveux aussi bien que lui. Et c'était un film de Simon Lelouch. Aujourd'hui, t'as écrit 2 romans, si je dis pas de bêtises. Il y a La Troupe en 2016, et là, c'est La Petite Fille qui détestait les étoiles, qui est paru fin d'année dernière. Ouais. Pourquoi le roman, finalement, et l'écriture romancée a pris le pas sur les autres écritures? C'est comme ça que je raconte le plus facilement des histoires, je pense, dans le format du roman ou de la nouvelle. C'est soit à la première personne, soit à la troisième personne, mais ouais, c'est des histoires qui vont du coup prendre du temps, où je vais aussi vouloir sortir du dialogue et que du dialogue. Voilà. Après, il y a des histoires qui fonctionnent très bien que en dialogue. On a un petit peu d'histoire théâtrale depuis 4000 ans qui nous le prouve. Après, le cinéma est plus tributaire de l'image et puis de plein de gens. Hein, on l'a vécu aussi. Donc voilà, il y a un côté pragmatisme et puis un choix par goût qui me fait porter vers ces formats-là. Moi, j'ai une vraie question. Enfin, là, puis aussi c'est de l'expérience. On pourra reparler aussi de tes romans qui sont disponibles. Alors sur Amazon, hein, bien sûr, parce que quand on regarde, déjà sur Amazon, t'as que des critiques extrêmement positives de tes bouquins. Tu as choisi. Alors moi, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. J'ai une expérience de mon côté, mais j'aimerais qu'on la partage. Tu as choisi l'auto-édition et j'aimerais qu'on parle très rapidement de l'auto-édition. Il y a 3 types d'éditions. Tu as l'édition à compte d'éditeur, donc Sandrine Fay, Éclat d'encre et plein d'autres. Ouais, bien sûr. Plomb, Lattès, Gallimard. On va citer 3 marques à chaque fois, comme ça on ne sera pas poursuivi par le CSA. Il y a l'édition à compte d'auteur qui a été effectivement, à juste titre, très décriée. Parce que, en gros, c'était des imprimeurs, des imprimeurs qui se targuaient d'être des éditeurs, c'était juste une étiquette qui se mettait, mais c'était des imprimeurs et ils te demandaient les frais d'impression. Ouais. Après, tu te baladais avec tes exemplaires. Exactement. Et tu devais lutter, quoi. Et donc, Internet, effectivement, tu l'as dit très justement, a permis l'apparition d'un 3e type d'acteurs qui est les auto-éditions. Alors effectivement, c'est moins regardant qu'une maison d'édition à compte d'éditeur, mais ils font quand même une part du job. Ils vont avoir un travail de distributeur, donc il en existe, il y a Kobo, il y a des Citres, et puis moi je suis chez Librinova. Librinova assure un boulot j'ai pas d'action chez eux, ils assurent un boulot de diffusion, c'est-à-dire que en fait, c'est même pas ils font les réassorts, c'est-à-dire que déjà, d'entrée de jeu, tu es distribué sur 200 plateformes de librairie numérique. Ce qui fait que effectivement, mes bouquins, ils sont disponibles, tu l'as dit, chez Amazon, chez la Fnac, sur iTunes, chez Kobo, et j'en passe des meilleurs, chez Soramps, plein de libraires numériques. Donc ça, c'est une chance de diffusion qui est assez énorme. Après, effectivement, tu es un peu plus seul, mais chez les petites maisons d'édition, c'est souvent ça aussi. Tu es un peu seul pour assurer ta promotion. Donc voilà. Ça, c'était la précision un peu technique. Et puis les tarifs sont pas du tout les mêmes. Hein. On est sur quand on est sur un package d'une centaine d'euros chez un auto-éditeur, enfin de plusieurs centaines d'euros. Dans l'auto-édition, tu as une version luxe, quoi. Tandis que c'est le ticket d'entrée d'archibase dans une maison d'édition à compte d'auteur, chez un imprimeur, quoi. Alors pourquoi j'ai choisi l'auto-édition pour répondre à ta question? Parce que ça a toujours une imagerie. Pardon, je te coupe, mais par exemple, moi, quand je fais des demandes de bourse en tant qu'auteur, etc., parmi les critères de bourse, c'est d'avoir des bouquins édités dans un éditeur classique et pas du tout d'auto-édition.
Ouais, clairement. Non, non, bien sûr, c'est clair. Parce que justement, les bourses dont tu parles n'ont pas le temps de vérifier quelle est la qualité de sélection qui a été appliquée par Ouais, par toutes les maisons d'auto-édition. Ouais. exactement. Donc pourquoi ce choix alors? C'est eux de faire un filtre. Ouais. Donc pourquoi ce choix alors? Pourquoi ce choix? Parce que quand j'ai fini d'écrire La Troupe, c'était un truc, une histoire, je vais pas dire un truc, c'est dévalorisé. C'était une histoire que je traînais depuis 6 ans, même un peu plus. Ouais, 6 ans. Donc à la fois, ouais, j'étais assez impatient de presque de m'en débarrasser. Presque, j'avais besoin de tourner la page et pour attaquer un autre récit. Donc j'avais besoin que ce texte parte vivre sa vie. Tous ceux qui créent d'une manière générale savent que l'œuvre, elle existe qu'à partir du moment où le public peut s'en emparer. Donc moi j'avais besoin effectivement que ce texte aille vivre sa propre vie, même si entre-temps il est revenu un petit peu à la maison pour se refaire une beauté, qu'il y a eu des petits ajustements, mais le cœur du texte, voire même l'essentiel du texte, il est sorti et j'avais besoin de ça. Donc l'auto-édition apportait cette facilité de livrer le texte au public sans avoir le processus très long de la sélection, hein, tout simplement, à laquelle je me suis frotté, mais en fait j'ai pas eu la patience même d'attendre les réponses. C'est-à-dire que j'ai envoyé le manuscrit à 3 maisons d'édition et j'ai même pas attendu les réponses et voilà, ça me brûlait les doigts. Il fallait que ça sorte. Que ça sorte. C'était important. Enfin, ouais, c'était. Et quand j'ai eu les premiers retours des lecteurs sur La Troupe, qui, comme tu l'as dit, par chance, sont très positifs, ça m'a aussi aidé à embrayer sur le récit suivant. Je me suis dit, bah ouais, il y a peut-être vraiment un truc à faire, donc ça m'a permis de continuer. Et donc ça a été pour le premier roman. Le deuxième roman, c'est un peu plus particulier. C'est presque un accident. À la base, il y a eu, alors là pour le coup, un concours, un appel à texte pour concours sur le thème du voyage. J'ai commencé à écrire une nouvelle. Puis à un moment, vers la fin de l'intro, j'ai fait, c'est pas mal, vraiment, je le sens bien, ça me motive. Puis là, j'ai regardé mon nombre de caractères et j'ai vu que je dépassais avec l'introduction la moitié de la limite autorisée pour l'intégralité du texte. Et j'ai dit, là, on va avoir un problème. Mais cette histoire me motive trop, tant pis pour le concours de nouvelles. J'écris ce récit. Et derrière, il se trouve que Librinova a lancé un concours sur le thème du fait divers et que cette histoire tournait autour le thème du fait divers dans le sens un vrai fait divers. Et il se trouve que cette histoire qui était sur le voyage tournait aussi autour d'un vrai fait divers. Et donc c'est devenu un roman pour ce concours Librinova. Donc derrière, il était logique un peu que je le publie là. Par contre, le troisième roman que je suis en train d'écrire, lui, passera par des maisons d'édition. Voilà. Et j'ai vu qu'il y a un mouvement quand même autour de l'auto-édition parce que je t'ai vu venir. Alors toi, tu n'habites pas à Paris, hein, tu habites dans le sud de la France, mais je t'ai vu venir à Paris aussi pour alors soit des signatures dans des librairies. Il y a des événements qui sont organisés, je crois, autour de l'auto-édition. Est-ce que c'est quelque chose que tu conseilles aussi à quelqu'un qui écrit, enfin je sais pas, qui a envie de se lancer dans une nouvelle ou dans un roman, pardon? L'auto-édition, ou est-ce que tu penses c'est un passage comme ça, ou est-ce qu'il faut aller tout de suite se confronter, ou est-ce que ça dépend aussi du caractère, d'être capable de prendre dans la tête, bah non, ton roman, on n'en veut pas. C'est même pas une question de caractère, me prendre les refus, j'ai envie de dire, si quand tu regardes tous les auteurs qui ont beaucoup réussi, l'exemple qu'on prend toujours, c'est J.K. Rowling avec Harry Potter. Il a été refusé 17 ou 19 fois, je sais plus, le premier, avant que une toute petite maison d'édition dise « Moi, ça a l'air pas mal, allez, on va vous l'éditer ». Bon, on connaît la suite, hein, première fortune d'Angleterre, et puis voilà. Donc ça, alors, dans mon cas, c'était pas un critère, c'était vraiment la rapidité et de diffusion. Est-ce que je conseille ça ?
Ça va vraiment dépendre de ce que la personne envisage. Est-ce qu'elle veut que son texte vive et puis voilà. Est-ce qu'elle veut simplement marquer d'une pierre que ça existe et derrière voilà, pas forcément nourrir d'ambition derrière. Auquel cas, bah oui, c'est très bien, ça peut fonctionner parfaitement. Si elle nourrit des ambitions derrière, ce qui est très bien, voilà, ce qui était respectable, j'en sais quelque chose. Il faut qu'elle sache que c'est un vrai boulot. C'est un énorme boulot parce que bah, tu assures ta promotion et en fait la concurrence est très très rude. Alors après, si elle écrit des polars ou de la romance ou de la fantasy, ça peut beaucoup mieux marcher parce que les littératures de genre fonctionnent très bien en auto-édition parce que c'est des genres qui sont presque devenus des produits de consommation. Donc il y a énormément de titres qui passent sous les yeux des lecteurs. Donc il y a moyen de faire son trou comme ça. Et puis il y a des auteurs aussi qui sont repérés en auto-édition. Donc voilà. Après, voilà, moi c'est aussi pour ça que je vais pas forcément poursuivre l'aventure de l'auto-édition encore très longtemps parce que ça demande énormément de temps. Et comme tu l'as dit, bah, j'ai d'autres occupations à côté. Et entre faire la promo et puis écrire, bah, comme je peux pas tout faire, je préfère écrire. Tout simplement. Après, c'est intéressant. L'auto-édition, c'est intéressant quand même parce que, alors comme c'est un univers où il faut que tu fasses ta promo, c'est un univers aussi où tu te crées un réseau. Donc les recueils dont tu parles, il y en a un qui est arrivé par un appel à texte. Donc c'est Contes et Histoire de l'Arc-en-Ciel. Et puis il y en a donc ça c'était arrivé par un appel à texte et puis un autre où ça je vous parle d'un temps, c'est un recueil où deux autrices en auto-édition m'ont dit on a lu ce que tu fais, voilà, on avait un peu échangé, on a lu ce que tu fais, on aime beaucoup, on est en train de monter un projet, est-ce que tu voudrais écrire une nouvelle pour ce projet? Oui, d'accord. Oui, j'avais pas craché sur le truc. Donc voilà, ça permet de faire des rencontres et ça c'est super intéressant parce que du coup c'est des relations que tu noues, des échanges, tu progresses. Là, ce collectif est en train de préparer un deuxième recueil, donc ça c'est intéressant. Donc voilà, l'auto-édition c'est bien pour le côté rencontre, c'est bien pour le côté mon travail va commencer à vivre sa vie auprès des lecteurs tout de suite. Par contre, il y a le coût, c'est entre les deux parce que tu peux t'en sortir. Voilà, pour 75 € chez Librinova, ton roman il est diffusé sur 200 librairies. Et tu peux dire achetez-le à la Fnac ou sur Fnac.com ou sur Amazon. Donc ça, voilà, c'est pratique pour ça. Donc le coût est pas vraiment un problème. Par contre, là, ce dont il faut avoir conscience, c'est effectivement la charge de travail que va représenter la promotion et de faire exister ton travail dans un univers qui est déjà très très plein, quoi. Sur pas mal de sujets comme le féminisme, comme l'écologie, enfin surtout le recyclable. Je vois que tu partages beaucoup de choses, d'arrêter en termes de déchets, etc. Enfin, t'as une position, tu milites, t'as décidé, je crois, sur une année de ne rien acheter, quelque chose comme ça, non? Ouais. Je me suis inscrit, donc c'est une association, une ONG, même on peut dire, parce qu'elle est internationale, qui s'appelle Zero Waste, qui a une antenne. Ils ont lancé un projet international, enfin oui, un défi international qui s'appelle Rien de neuf, Nothing New. Et l'idée, c'est de ne rien acheter de neuf pendant un an. Alors oui, ça paraît complètement dingue et impossible. Alors bien sûr, la nourriture et l'hygiène sont écartés de ça. Vous avez le droit de manger et de vous laver. Merci pour certains, lavez-vous s'il vous plaît, le métro parisien, bref. Et l'idée en fait c'est de dire bah oui bien sûr c'est pas
totalement possible de ne rien acheter de neuf. Par contre, le fait de se poser la question, d'être dans ce défi, ça entraîne beaucoup de gens à se dire qu'est-ce que je peux faire pour consommer différemment. Oui, parce que quand tu as une voiture et que ton pneu crève... oui, t'achètes un nouveau voilà, pneu, effectivement. Bien sûr. Ouais, ça, voilà, il y a des incontournables. Bien sûr. Par contre, est-ce que tu as besoin d'acheter un nouveau téléphone tous les ans? Est-ce que tu as besoin d'acheter des tas de trucs Est-ce que ce DVD, t'es obligé de l'acheter neuf à la Fnac alors qu'il est sur Price Minister ou Le Bon Coin ou chez Gibert en occasion, et que ce sera le même, quoi, et que ces enseignes te garantissent qu'il sera fonctionnel, il sera pas rayé, donc finalement ça revient au même. Donc voilà. Moi je milite pour ça parce que ça pour le coup c'est des trucs sur lesquels j'ai toujours été sensible déjà tout gamin. Là, donc moi je dis il y a des choses qu'on est obligé de faire, à savoir manger, se nourrir, se nourrir, se vêtir, se déplacer. Est-ce qu'on peut le faire différemment? Est-ce qu'on peut le faire en réfléchissant un petit peu à où va l'argent? Est-ce que tu veux donner tes actions, est-ce que tu veux donner ton argent à Leclerc qui licencie des gens, ou est-ce que tu veux donner ton argent à des gens qui bossent la terre à côté de toi, quoi. Donc ça va impliquer d'acheter local, d'acheter de saison, d'acheter d'occasion, d'acheter... Alors, on va terminer à chaque fois avec un petit questionnaire. Si tu gagnes au loto, c'est quoi ta réaction? Tout dépend du montant que je gagne. Ouais, la grosse somme. La grosse, le gros Vas-y, lot. Le gros lot, je m'achète une baraque selon mes rêves, qu'elle sera passive énergétiquement. Et, ouais, tout à fait. Voilà, hein, je pense qu'on a compris le schéma. Je pense que je paye leur baraque à des copains qui sont en train de la payer, et puis avec ce qui reste, on commence à discuter. Et là, je me frotte les mains, et ça va pas être pour investir en bourse, bien au contraire, ça va être pour soutenir plein d'initiatives. Ouais, moi j'aime bien cette question parce qu'une fois on me l'avait posée, j'avais dit je déchire le ticket parce que j'y crois pas. Oui. Alors il faut arrêter d'être dans le déni à un moment. Oui, on a 27 ans maintenant, il faut arrêter d'être dans le déni. Il faut vraiment grandir. Quel est le livre, le film, la chanson qui a changé ta vie? Le film, c'est Star Wars, clairement, parce que quand j'étais gamin, un jour mes parents m'ont appelé, j'étais en train de jouer dans ma chambre et j'ai vu Star Wars défiler sur l'écran de la télé, donc avec la vieille VHS à l'époque, et ma réaction, ça a été, ils ont fait un film avec mes jouets. Et je l'ai dit à voix haute et mes parents se sont marrés. En livre, je pense que, pareil, ça va être du Stephen King, mais il y a aussi Irving, John Irving, Le Monde selon Garp, ça c'est clair. Chanson, il y en a trop, je peux pas. Quel est ton plus bel échec? De pas être resté aux États-Unis quand un producteur m'a dit tu viens sur mon prochain film, sur un poste technique. Ton endroit préféré au monde? Plage de la Côte d'Opale, à mi-saison, quand le ciel est voilé et qu'on devine le soleil dans une lueur un peu bizarre et fantomatique. Il y a un mot américain qui s'appelle le motto, qui est un peu la devise, ce qui te motive au quotidien. Ce serait en bon français, encore une fois, finish your shit, termine ce que tu as commencé. Quel est ton mot préféré? Voilà, il est bien celui-ci. Non, détermination. D'accord. C'est bien détermination. Quelle va être ton actualité dans les mois qui viennent, à partir de mi-mars, avril? Un nouveau bouquin, pas encore. Ça sera un peu trop tôt à mon avis. Tous les mois sur mon site, il y a une nouvelle inédite. Par contre, alors ton site, c'est Tant que j'y pense. Ouais. Mais c'est www.frédéric-meurin.com. Voilà, donc dans les récits du nuage, là tous les mois il y a une nouvelle, donc ça c'est de l'actualité permanente. Ouais. Donc allez voir ce site, et puis on peut même te soutenir avec un petit Tipeee si on veut aussi. Oui, tout à fait. Dans l'actualité, il va y avoir justement la publication du second recueil du collectif La Pieuvre. Donc il n'y a pas encore de titre, mais là les nouvelles sont bouclées par tous les auteurs. Mai-juin, ça va sortir vers mai-juin.
Et puis après, il y a peut-être des surprises qui vont arriver, mais pour certaines, je peux pas encore en parler. Donc, Alors, pour suivre tes surprises, tout ça, on peut aller les voir. T'as un Facebook officiel aussi, je crois. yes. Donc on peut liker et donc merci à toi. Non, merci à toi vraiment d'avoir accepté. C'était très enrichissant de pouvoir aussi discuter avec toi. Donc merci encore Fred de ce petit temps que tu m'as accordé. Quant à toi, la compagnie, j'espère que ce deuxième épisode aussi t'aura plu. Alors n'hésite pas à le commenter, le commenter là où tu l'auras entendu, donc sur iTunes, sur d'autres plateformes, y compris sur les réseaux sociaux, les miens bien évidemment, voire celui aussi de Fred. Je te rappelle que mon envie c'est de faire du Lloydcast un endroit d'échange. Donc tous tes commentaires seront lus, seront importants pour moi dans cette nouvelle aventure. On se retrouve jeudi prochain pour un nouvel épisode et d'ici là, porte-toi bien. Salut la compagnie.